Bah, Samuel, c'est un spécialiste, hein. Je peux dire quelques mots sur toi pour faire patienter? Parce que je ne dirai pas tout ce que je sais de toi, mais quelques petites choses. Donc, Samuel, c'est un collègue d'AgroParisTech, hein, qui est enseignant-chercheur à AgroParisTech et qui a fait sa thèse il y a quelques années maintenant sur les Samis, c'est bien ça, avec Marie Rouet, et qui donc continue à travailler sur les questions de cueillette. C'est pour ça que j'étais allée le solliciter pour nous accompagner dans de ses conseils et de son expertise dans la thèse de Valentin. Et en espérant l'intéresser d'ailleurs aux cueillettes françaises, en tout cas sur le territoire français, pour éventuellement qu'il y développe, s'il le souhaitait, quelques recherches dans les années à venir. Voilà, en tout cas pour le moment, il va vous parler aujourd'hui donc de la cueillette professionnelle faisant appel à de la main-d'œuvre immigrée. Donc, il va vous en donner les détails plus importants, mais qui va un peu compléter ce que vient de vous dire Valentin, c'est-à-dire que c'est vraiment une autre facette des activités de cueillette, hein, sous un angle un petit peu différent et qui peut rappeler dans certains cas, enfin, on peut connaître certaines situations comme ça en France, hein, dans le cadre de ce qu'on appelle, comment on les appelle, Samuel, Valentin, la cueillette qui est le fait d'organisation plus ou moins invisibilisée, la cueillette de masse sur laquelle tu n'as pas du tout investi. Donc les collecteurs, hein, qui sont ceux qui vont, en France en tout cas, qui vont faire appel à un certain nombre à une main-d'œuvre le plus souvent immigrée, c'est vrai, parce que dans la précarité, à la recherche de ressources pas déclarées, et qui vont organiser en fonction de la demande euh, on va dire, des campagnes de cueillette assez prédatrices, on va dire. En tout cas, parce qu'ils ont besoin de faire du chiffre sur un temps relativement limité et sans forcément d'autorisation. Alors, effectivement, donc comme le disait Florence, donc moi je suis maître de conférence à AgroParisTech. On se connaît, on est donc collègues avec Florence. Et je suis éco-anthropologue, mais éco-anthropologue donc dans une UMR d'écologie qui est l'UMR écologie systématique et évolution, puisque on va dire que ma formation initiale, c'est une formation d'écologue. J'ai commencé ma thèse en tant qu'écologue en écologie forestière, écologie de la restauration, écologie historique également. Et petit à petit, je suis devenu ethnologue en travaillant notamment sur les pasteurs samis, donc les éleveurs de rennes, qu'on trouve donc, enfin qui se trouvent donc dans le nord de la Scandinavie et plus particulièrement dans le nord de la Suède, puisque donc j'ai vécu en Suède de 2005 à 2009 en faisant donc en étant inscrit dans un département d'écologie forestière et à l'université suédoise de sciences agricoles qu'on appelle la SLU, donc dans le nord du pays, à environ une centaine de kilomètres, 200 kilomètres du cercle polaire, dans la ville du Méo. Donc beaucoup plus au nord que ce que vous a montré tout à l'heure Valentin. Alors, j'ai pas du tout travaillé, un petit peu contrairement à ce que dit Florence, sur la cueillette avant. J'ai pas du tout travaillé sur les plantes. Je pinaille un peu sur les mots. Alors, pourquoi j'ai pas travaillé sur la cueillette? Parce que j'ai réalisé ce matin, en réfléchissant à la présentation, qu'en fait, je faisais l'inverse de la cueillette. Au début, le début de ma carrière de chercheur, le début de ma thèse, enfin, mon sujet de thèse, était sur la dispersion du lichen et dans le but de restaurer des écosystèmes. Donc, il ne s'agissait pas de cueillir, mais de réintroduire donc des espèces. Donc ça, je le dis un petit peu pour rigoler, mais c'est quand même le mouvement inverse. Et c'était pas des plantes qu'on cherchait à restaurer, puisque c'était du lichen, qui ne sont donc fondamentalement pas des plantes, mais comme vous le savez, la symbiose entre un algue et un champignon. Et donc j'ai travaillé finalement principalement dans mon ethnographie auprès des pasteurs samis.
Mais je ne vais pas du tout vous en parler aujourd'hui. Je vais pas du tout non plus vous parler de lichen, mais je vais vous parler de de cueillette de baies sauvages. Donc finalement, j'ai quand même une raison d'être ici. Et ceci dans un contexte pardon, un peu particulier qui est celui de la réalisation d'un film documentaire que nous avons fait donc sur cette pratique. Alors, donc on se situe donc dans le nord de la Suède, hein, vraiment dans le tiers nord de la Suède, qui est quand même un environnement assez différent à la fois proche, mais à la fois différent, en tout cas sociologiquement, de ce qu'a pu voir Valentin. Alors comment est-ce qu'on en est arrivé à ce film-là? Eh ben, pendant ma thèse, en fait, j'ai fait énormément de terrain. Alors évidemment, terrain ethnographique, mais aussi de terrain en écologie. C'est-à-dire, je passais beaucoup de temps en forêt, souvent seul, avec parfois des assistants, mais quand même beaucoup seul, sur les routes, dans les parcelles forestières, à réaliser des inventaires de végétation, des inventaires forestiers. J'ai passé du temps aussi à cueillir des baies pour ma consommation personnelle, comme un local, on va dire. Donc des myrtilles, des érelles, les fameuses cloudberry dont a parlé Valentin, alors qu'effectivement les Québécois appellent plaquebière, mais en français c'est la mûre arctique. C'est une rosacée qui ressemble vous allez en voir une dans le film, une petite framboise orange qui pousse dans le sol, souvent dans des milieux humides type tourbière. Et au cours de ces longues journées en forêt, eh bien, j'ai eu l'occasion de rencontrer, de croiser des petits vans, des petites camionnettes qui étaient remplies de gens d'origine asiatique, qui étaient tout emmitouflés, dans des bonnets, dans des manteaux, souvent le visage un peu caché, qui paraissaient fatigués, qui étaient tous serrés dans ces camionnettes, un peu hagards, de ce qu'on pouvait deviner à travers les vitres. Et j'ai appris donc je parle des années, hein, milieu des années 2000, j'ai appris qu'il s'agissait en fait de Thaïlandais, de cueilleurs saisonniers, qui étaient là pour l'été et qui venaient essentiellement cueillir des baies et qui parcouraient ainsi la forêt à la recherche de spots de cueillette, hein, empruntant donc les chemins forestiers qui étaient tracés par les compagnies forestières pour l'exploitation sylvicole. J'ai aussi pu, au cours de mes nombreux terrains, hein, constater que le moindre petit village suédois avait, en plus d'une pizzeria bien souvent tenue par quelqu'un d'origine moyenne-orientale, eh bien, il y avait toujours quasiment un restaurant thaïlandais, souvent tenu par un couple binational. Euh, j'ai également pu constater à chaque atterrissage à l'aéroport d'Arlanda, à Stockholm, qu'il y avait toujours ce Boeing 747 de la Thai Airways qui était euh, à une position, on va dire, assez stratégique dans l'aéroport. Et j'ai également appris que j'ai ainsi appris que la Thaïlande était la première destination touristique des Suédois. Et puis j'avais aussi rencontré une jeune Thaïlandaise en cours de suédois, bref. Rien de plus que ces petites anecdotes, si ce n'est quand même peut-être un article et des discussions lors d'un café au travail, à l'université, au sujet des conditions désastreuses qu'enduraient ces cueilleurs thaïlandais lors de leurs étés suédois. Donc rien de plus pendant plusieurs années, jusqu'en 2021 où avec Simon Marot, qui a été qui est un géographe, qui était en postdoctorat avec moi dans le cadre d'un projet européen Biodiversa sur le futur des écosystèmes arctiques. Alors c'était un projet avec des contours assez flous et en pleine période Covid, ce qui a donné une certaine liberté à ce qu'on a pu faire et nous avons décidé de faire un film documentaire avec notamment un ami documentariste, Thomas Grand-Rémy. Alors, j'étais plutôt armé, de par mon parcours académique, au dialogue entre disciplines scientifiques. Ça a évidemment été une autre expérience interdisciplinaire que de travailler avec un réalisateur de documentaire. Je ne sais pas si certains ou certaines d'entre vous ont déjà eu cette expérience, mais c'est encore un autre défi en ce qui concerne évidemment l'écriture, principalement l'écriture. Toujours est-il que, de fil en aiguille, nous sommes partis donc sur cette idée de creuser qu'est-ce qu'étaient ces cueilleurs thaïlandais, pourquoi est-ce qu'ils étaient là, comment ça se fait que
on les retrouvait dans ces conditions-là, en plein milieu dans un paysage qui semble un petit peu déconnecté de ce qu'on imagine être leur quotidien. Euh, En Thaïlande en tout cas, pour traiter de façon un peu plus générale de la cueillette des baies dans la forêt boréale et voir en tirant ce fil, voir si, enfin, en faisant l'hypothèse en fait que ça allait nous parler évidemment du territoire et de la forêt boréale en général. Alors, personnellement, j'ai pas participé à la réalisation du film hein, qui a été mené par Simon Marot et donc Thomas Grand-Rémy, le documentariste. Moi, j'ai plutôt eu un rôle, alors outre l'idée originale et ma connaissance du terrain, j'ai plutôt eu un rôle, on va dire, de producteur, euh, alors dans le monde du cinéma. T'amener Et les sous, quoi. enfin voilà, c'est ça. Et puis reporter un regard critique, un regard sur la production. Et puis évidemment, si on voit mon travail comme un travail académique, plus un travail de superviseur, d'encadrant. Alors avec Simon connaissait quand même assez bien le territoire aussi. Il avait fait quand même quelques terrains sur place. On a réalisé aussi des prises de contact en 2021, en 2022. Et donc, Simon et Thomas et un preneur de son sont partis en 2022, 2 fois 2 semaines. Et une troisième fois en 2023, une nouvelle fois 2 semaines, notamment avec le soutien d'une société de production de films documentaires, Tonnerre de l'Ouest, qui est basée à Nantes. Donc, bon, c'est un travail qui est en cours. Il n'y a pas eu encore de valorisation scientifique. On n'a pas encore vraiment eu le temps, on va dire, d'analyser. Donc, c'est finalement un matériau assez brut et des réflexions assez brutes également que je vais vous livrer. Mais voilà, avec l'invitation de Florence, j'avais envie de vous partager ce terrain et on va dire ces premiers résultats. Donc, je vais vous montrer 3 petites séquences de ce fameux film qui est en cours de montage. Alors, on en est à une deuxième version qui est montée, qui est donc une version quasi finale. Il y a encore un gros travail d'étalonnage des images et du son qui doit être fait, un travail de mixage. Les musiques, ce ne sont pas les musiques je ne sais même pas d'ailleurs si dans les extraits il y en a, mais en tout cas, on a uniquement utilisé des musiques témoins. On aura probablement une musique originale par ailleurs. Il pourra y avoir quelques plans qui seront rajoutés. Donc c'est vraiment là aussi un travail en cours que je vous montre, mais évidemment, au-delà de l'aspect formel du matériau, ce qui est intéressant, c'est ce que ça montre du terrain. Donc, sans plus attendre, et après cette longue mise en contexte, je vous montre un premier extrait que je vais rapidement commenter, et puis j'en montrerai un deuxième, et puis enfin un troisième. Donc, c'est le plus long des extraits, les autres seront un peu plus courts. Donc, j'espère que le son va fonctionner. Il n'y a pas de son chez nous, hein. Il faut qu'on éteigne ça, je pense. Là, pas non plus. Ah, toujours pas? Non? Toujours pas, non. Hmm. Ça, c'est bien dommage. Et c'est incroyable qu'ils n'entendent pas le son. Alors qu'ils nous entendent, nous. Bah oui. Si on tente. Il faut parler par défaut. Donc là, oui. Attends, dans le truc là. Toujours pas? Non, c'est pas dans les paramètres audio où vous avez audio de la représentation en direct. Ce qui est curieux, c'est vous nous entendez quand on parle pendant qu'il y a le film ou pas? Oui, oui. Ben, c'est curieux que vous n'entendiez pas le son parce qu'il est dans la pièce hyper fort en fait. Peut-être qu'il capte pas. La fréquence, tu vois. On l'a pas du tout, en fait. Attends, stop. Faut pas qu'il sorte là, le son. Maintenant. Donc il faut le faire sortir où? Hmm. Si tu le fais. On a essayé les trois. Parleur. Ça, le psychosystème. Et quitter l'audio de l'ordinateur, qu'est-ce qui se passe? C'est l'audio de Je sais l'ordinateur. pas, il disait ça. On n'aura plus la visu.
Non, on l'a pas non plus, là. Vas-y. Vous m'entendez là, moi? Oui, Oui. Ok, bon, bah donc désolé, ce qu'on va faire, c'est que dans les parties avec les... Donc il y a 2 extraits sur 3 où il y a où c'est sous-titré parce que c'est en thaïlandais. L'autre partie qui était en anglaise n'était pas encore sous-titrée, mais du coup, je la commenterai après. Donc on va faire sans le son, désolé. Mais en gros, on a un bruit de vent, de pluie et d'oracle de... un bruit le bruit des peignes sur le feuillage. Nó lại vậy mà này có cái gì một như là lấy xuống nữa này On a le son maintenant, hein. lấy bật Ah, ils ont le son. Non. Si, elle a dit on a le son maintenant. nếu không chỉ có cái trường hợp thành vậy thì chưa đó thôi thẳng hơn rồiพวกครับพวกมีสายรับที่ครับเอามาจากเมืองไทยที่ละ700เวลาขึ้นเยอะ Ça commence comme ça. ยิ่งตอนเวลาสะพายลูกภูเนื้อชมเขาต้องมีครับปลูกยาสูบขายครับผมที่อำเภอภูเขียวจะทำยาเสพติดส่งให้เพชรบูรณ์ลำบากเหมือนกันทำยาเสพติดขายไทยแลนด์ผมหวังก็มาเงินแล้วเพื่อครอบครัวก่อนมาก็ทำให้ทำหน้าเสร็จหมดแล้วก็ต้องตอนนี้ก็บ้านไม่มีอะไรทำแล้วคิดคนแล้วตรงนี้ว่ามาก็มาทุกๆปี C'était-ตอนนี้ก็น่าจะอยู่วันละ8 กิโลเนี่ยอยู่ได้เดี๋ยวมีคุ้มคือรายจ่ายเราวันนึงเนี่ย200 กว่าบนหน้าเพราะว่าค่าใช้จ่ายมีทุกอย่างเพราะเราต้องมีค่าใช้จ่ายค่าบ้านค่าน้ำมันเป็นหลักด้วยเราก็ทำให้เกินเป็นไปบางวันเราก็ออกจากบ้านมาตี 3ถึงตี 4บางวันเราก็เก็บผลไม้เพลินทำงานเปิดใหม่นี่ก็1 ทุ่มน้อยที่จะมีคนทำได้มีแต่คนไทยนอกจากไอ้ที่ทำได้แต่ก่อนก็เพราะว่าสวีเดนเนี่ยเคยเอาคนจีนมาเก็บแต่ก็ทำไม่ได้
Merde. Ok. Vous avez entendu finalement un peu mieux? Enfin, vous avez entendu? J'ai cru entendre ça un moment. Oui, on entendait les voix, pas l'ambiance. Et les voix, c'était bon. Ok. Euh, alors donc, je vais essayer d'aller un peu vite pour pas prendre trop le temps sur les questions. Et puis, à la limite, j'aurai peut-être que j'aurai l'occasion de développer dans mes réponses. Donc, en tout cas, bah, c'est thaïlandais. Ces cueilleurs thaïlandais, ils viennent d'une région qui s'appelle, une province qui s'appelle le Chai Phrong, donc dans le nord-est du pays, entre le Laos et le Cambodge, qui est une région agricole. Donc, il y a un des cueilleurs qui dit voilà que il travaille habituellement dans les champs de tabac ou dans les rizières. Et donc, ces Thaïlandais, ils sont présents, enfin, ils sont présents en Suède en été, pendant les mois d'été, donc du juillet, août et mi-septembre, depuis environ le milieu des années 2000. Donc, les premières expériences dont je parlais de rencontre de ces camionnettes, finalement, c'était le tout début de cette cueillette par des saisonniers thaïlandais. Avant ça, évidemment, la cueillette des baies a une très très grande importance pour la subsistance des peuples arctiques, hein, de façon générale, puisqu'on a très très peu de sources de vitamines et de différents éléments nutritifs qu'on trouve dans les fruits qui sont très très peu présents dans ces écosystèmes. Donc c'est un apport alimentaire extrêmement important pour la subsistance. Ensuite, on a une cueillette qui est une cueillette locale, hein, en marge de la colonisation agricole, évidemment, et puis une cueillette qui va devenir progressivement commerciale et qui va être abandonnée par les Suédois et qui va être, ça c'est quelque chose qu'on a découvert également pendant ce terrain, qui va être, comment dire, délégué, abandonné par les Suédois, par les locaux, qui étaient souvent pratiqué par des enfants pour se faire de l'argent de poche, par les personnes âgées pour arrondir leur fin de mois, dans la deuxième moitié du XXe siècle, et qui a été abandonné donc par les locaux pour être et délégué à des cueilleurs des pays de l'Est qui venaient à l'image de ces Thaïlandais. C'était très vrai dans les années 90, au moment de la chute de l'URSS. On a pu rencontrer un ancien cueilleur polonais qui, dans les années 90 jusqu'au début des années 2000, eh bien, venait et c'était rentable pour lui de venir dans le nord de la Suède parce qu'il y avait une telle différence entre les niveaux de vie entre la Pologne et la Scandinavie. Et bah, le niveau de vie augmentant en Pologne avec l'entrée également dans l'Union européenne, hein, qui a lieu en 2004 de mémoire, eh bien, c'est devenu moins rentable avec les prix d'essence également qui ont augmenté. Et ces cueilleurs et ces travailleurs saisonniers des pays de l'Est ont été remplacés progressivement donc par les Thaïlandais. Un autre élément aussi que je peux dire, je le dis vraiment de manière très 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 rapide pour dire que ces Thaïlandais, alors ça a été difficile de les aborder, les gars sur place ont pu rencontrer, enfin un peu se nouer d'amitié, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas être accepté par ce petit groupe, qui est un groupe qui est très structuré, qui est structuré sur place en Suède avec un leader. Chaque personne a des rôles au sein de ce petit groupe. Il y en a un qui est éclaireur, qui doit aller chercher à certains aussi, il y a des baies présentes à tel ou tel endroit. Il y a évidemment des cueilleurs, il y a un cuisinier, il y a quelqu'un qui s'occupe de la pesée au moment de la pesée. Je vais vous montrer ça bientôt. Donc il y a un groupe qui est très organisé en Suède et certainement également des dynamiques en Thaïlande, des réseaux qui doivent fonctionner et qu'on ne connaît pas, mais dont on a deviné que, eh bien, finalement, c'était vu comme une opportunité en Thaïlande de venir en Suède. Et quand quelqu'un ne peut pas venir pour une raison de santé ou pour d'autres raisons, eh bien, il est très facilement remplacé en Thaïlande avant la saison et intègre le groupe. Et donc, il y a aussi une transmission comme ça de savoir qui existe au sein de ces petits groupes de Thaïlandais. Alors, je vais vous montrer Ah, j'aurais une question. J'aurais une question avant de continuer. Tu nous l'as peut-être dit, mais ça représente combien de personnes, ces groupes? Ça va venir, c'est quelques milliers. Ok. Alors un autre personnage, je vais tâcher de passer rapidement là-dessus, qui est présent dans le film. J'espère que vous allez pouvoir l'entendre. Si vous ne l'entendez pas, mettez un petit message, vous parlez, parce que vu que c'est en anglais, à ce moment-là, je le sauterai et on ira plus vite. Mais en grand écran. Ouais.
Ah non. Ça va actualiser. Je vais aller sur. Je vais faire encore 25-30. Ok. Je vais aller sauter une extrait. 25-30. On n'a pas de son. Vous n'avez pas le son? Non. On entend mes paroles après. On va voir si vous l'entendez parler, et puis sinon je vais commenter en même temps. Ouais. The village was 450 or even a little more inhabitants. Vous entendez? 120. Le son Oui. oui, on entend. Mais c'est pas très compréhensible. D'accord. Donc en fait là, le personnage, alors je vais couper la séquence, ça sert à rien si vous n'entendez pas, je vais la commenter. En fait, en plus j'ai raccourci. Normalement, j'avais prévu de vous montrer quand ce Monsieur Cueil, puisqu'il s'agit effectivement d'un cueilleur, qui est un personnage très très original qu'on a pu rentrer, enfin que les gars, les réalisateurs ont pu rencontrer, qui est quelqu'un qui pratique la cueillette véritablement comme un hobby. C'est ce qu'il dit à un moment dans une séquence du film, c'est son hobby. Et en même temps, alors il est à la fois très original. Bon, vous l'avez vu jouer au piano, vous voyez que il peint, il écrit. En fait, c'est un intellectuel. Il parle beaucoup, il parle plusieurs langues. Mais il représente également un petit peu ce qui reste de cette pratique, on va dire, traditionnelle de la cueillette réalisée par des locaux, des personnes âgées, effectivement. J'avais prévu de vous montrer une séquence où il cueille la fameuse plaque pierre, la fameuse fausse mur ou mur polaire ou mur arctique. Et donc, ce monsieur est par ailleurs, donc, dans la séquence là que j'avais prévu de vous montrer et que j'ai stoppé, en fait, il se promène dans ce qui ressemble un petit peu à une ville fantôme, qui est en vérité une ville un peu abandonnée, partiellement abandonnée, une ancienne Syrie. Et pourquoi cette séquence elle est importante dans le film et pourquoi est-ce qu'elle parle du territoire? Eh bien parce que vous avez vu dans les images lorsqu'il joue du piano en fait que l'exploitation forestière en fait
eh bien, elle est très fortement mécanisée. Et cette mécanisation, en fait, elle va avoir lieu au tournant des années 50 et se développer dans la deuxième moitié du XXe siècle. Et elle va contribuer à vider les campagnes, vider le countryside, si on peut dire, de tous les travailleurs forestiers, de tous les travailleurs du bois, des scieries, des bûcherons évidemment, et de toutes les familles qui suivaient ces travailleurs forestiers. Et donc, ces bâtiments sont aujourd'hui abandonnés. On parle ce sont des écoles, des anciennes usines, des bâtiments de logement qui sont abandonnés. Et dans cette séquence, en tout cas, ce cueilleur, qui est vraiment un cueilleur qui cueille beaucoup pour un local, pour le revendre à des amis ou pour sa consommation personnelle, eh bien, se promène dans cette ville avec une certaine mélancolie en disant bah, que ces lieux sont aujourd'hui désertés parce que le territoire a été abandonné, vidé des gens qui l'avaient, enfin qui y étaient présents. Et il y a aussi un aspect très intime également alors que j'avais pas prévu, enfin dont je vous montre pas d'extrait, mais qui rend le personnage assez attachant, c'est que lui-même ne sait pas en fait ce qu'il doit faire. Il a un moment de sa vie où eh bien, il hésite à aller dans le sud, là où toute sa famille se trouve, notamment ses enfants, ses petits-enfants, ou bien rester dans le nord, mais être seul. Et il y a carrément un moment où il dit qu'est-ce que je ferais de ma maison? Oh, je pourrais la brûler. Finalement, il y a plein de maisons qui brûlent ici. Donc, bon, c'est un personnage vraiment qui a été absolument incroyable dans le projet pour se laissant être filmé dans des situations enfin étant un véritable acteur en quelque sorte, mais qui permet en tout cas de montrer quelque chose du territoire et qui explique aussi la dynamique en quelque sorte de ces fameux Thaïlandais qui viennent cueillir à la place des locaux. Alors je vais vous montrer un dernier extrait, sous-titré celui-ci. On retourne chez les Thaïlandais et on va dire dans leur camp de base. Et on a un nouveau personnage, ce couple-là que vous voyez à l'écran, qui est un couple binational, justement, suédois et thaïlandais, qui, vous allez le comprendre, donc sert d'intermédiaire et de logeur pour les Thaïlandais. Vi har 5 egna boenden. Sen hyr vi 2 boenden. Och sen har vi, bilar har vi egna. Över 100 stycken. Och sen hyr vi. Och vi köper in hur mycket ris? 11 ton, 12 ton ris. 10 000 € un bâtiment. Vi äger våran hund är mer och ser till att alla ligger. Vår 5600, vi är 406 människor personal. Alla företag som vi och alla i Sverige, vi köper in en tjänst. Vi köper bara deras bär och erbjuder dem mat, boende, bilar. Och desto mer bärplockarna tjänar pengar, desto mer tjänar vi. För det är per kilo vi får betalt. Det finns ju inga svenskar som vill funka det. Det är kanske de äldre som plockar eget bruk och gör sylt. Man skulle aldrig kunna få någon arbetslös svensk och anställa någon och åka ut och plocka bär i 2 månader. Det skulle de aldrig göra. Utan thailändska bärplockare så skulle det aldrig finnas någon bär med i saken.ไปฉายที่มาใช่ไหมคะ78,000 ค่ะ 78,000 บาท ก็จะมีค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าประกันอุบัติเหตุ แล้วก็ค่ารถบัส ค่าคือทุกอย่างอะค่ะ คือเบ็ดเสร็จก็คือ78,000
คราวนี้อย่างบางคนที่ไม่ได้เงินขาดทุนทางบริษัทสวีเดนอย่างของเราเนี่ยค่ะก็จะส่งเงินไปค้ำประกันให้ ก็ที่ยากคือกลัวเขาไม่ได้เงิน เพราะว่าอย่างมาเหมือนกับว่าเหมือนเสี่ยงดวงอะค่ะ เราไม่มีการรู้เลยว่าจะผลไม้เยอะหรือไม่เยอะ เพราะฉะนั้นคือความหวังสูงสุดของเราคืออยากให้เขาได้เงินกลับบ้าน ก็คือไม่อยากให้ขาดทุนอยากให้ อย่างน้อยก็มีเงิน50,000แสนกลับบ้านอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็มีความสุขแล้ว So you eat berries yourself? No, no, I don't find some. ไม่เคยไปกิน บางทีคนงานโทรมาถามรู้ไหมว่ามีผลไม้ป่าไหนดกเราบอก ไม่รู้เลยเพราะเราก็ไม่เคยออกไปเก็บ Voilà. Donc, encore une fois, je pense que vous n'avez pas très bien dû entendre la bande son, mais uniquement voir les sous-titres au minimum, ce qui donne un peu l'ambiance. Donc, cette scène, elle est assez violente à plusieurs égards. Au passage, on est typiquement dans quand le fameux Shell, là, ce couple dit qu'il a 4 logements. En fait, c'est un véritable campement. Et il faut s'imaginer que le bâti dans cette région-là ne vaut quasiment rien. Ce sont des anciennes écoles, des anciens hangars qui datent de l'époque de la colonisation forestière, on va dire. Et voilà, un domaine comme celui-là, ça vaut peut-être ça, mes chiffres datent un petit peu, mais je dirais entre 10 000 et 15 000 euros. Donc c'est vraiment rien du tout. Et donc c'est ce qui finalement sert à héberger et à arranger toute la logistique en lien avec cette cueillette par ces cueilleurs saisonniers. Alors je disais, elle est violente à plusieurs égards. Bah, d'une part parce que évidemment on voit le retour des cueilleurs, le moment de la pesée. Alors on a vu dans le premier extrait qu'ils doivent affronter des conditions météorologiques qui sont pas toujours faciles. On n'a pas vu ni entendu les moustiques, mais et les insectes, ils sont extrêmement présents. Il y a énormément de routes, hein. Les cueilleurs n'hésitent pas à faire 2-3 heures de route sur des chemins pas forcément évidents pour arriver à un spot de cueillette. Donc c'est un travail évidemment très très fatigant où on est payé au kilo. Où parfois certaines années il faut chercher des baies et puis certaines autres années il y en a tellement qu'en fait elles valent rien. C'est également violent parce que cet intermédiaire, on voit bien comment il est là à surveiller, la pesée. Et alors, Simon s'était amusé à essayer d'estimer combien il pouvait gagner. Il n'a pas réussi à retrouver les chiffres, mais c'était évidemment je ne sais pas si on peut dire indécent, mais en tout cas, c'est beaucoup plus que ce que gagne évidemment un cueilleur thaïlandais. Et puis enfin, c'est très ironique puisque cet intermédiaire en fait prétend, en tout cas c'est sa posture, ne pas savoir où sont les baies et laissant ça aux Thaïlandais. Euh, alors, bah, je vais en rester là et simplement pour vous m'excuser évidemment pour les conditions pas terribles de projection, et m'excuser aussi parce que évidemment c'est la première fois qu'on présente ce travail. Il y aurait beaucoup de choses évidemment à dire et beaucoup de choses à analyser, à approfondir. Évidemment, ça pose plein de questions, comme les savoirs que les Thaïlandais
possèdent de la forêt, quel usage ils ont aussi des nouvelles technologies, puisqu'on sait qu'ils utilisent un petit peu les images satellites, enfin même beaucoup les images satellites pour identifier où il peut y avoir des baies. Ils marquent d'une année sur l'autre les spots sur leur téléphone et pour retourner aux mêmes endroits. Évidemment, il y a l'aspect ce qui se passe en Thaïlande qui nous est totalement étranger, mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'y passe. En tout cas, c'est clair. Ce qui est clair, c'est que cette filière de la baie en Suède, eh bien, sans les Thaïlandais, elle n'existe pas. Euh, Elle est totalement dépendante de ces travailleurs saisonniers, ce qui est euh, ironique également quand on connaît l'importance de la baie des baies dans la culture suédoise et de le lingonsylt, également dans l'alimentation suédoise, cette confiture d'érel très peu sucrée. Et si vous voulez, j'en veux pour preuve, bah, si vous allez dans les magasins Ikea en France, hein, vous trouverez des pots de confiture de ces différentes baies bah, qui ont très certainement été cueillies par des Thaïlandais. En tout cas, bah, en partant de ces cueilleurs thaïlandais et de leur présence surprenante à première vue, ça donne un film finalement qu'on peut considérer a posteriori, c'était pas vraiment notre intention, mais très tsingien, qui montre finalement ce capitalisme à bas bruit, hein, un petit peu à l'image du commerce du Matsutake d'Anna Tsing et de ses effets sur les trajectoires bah, des populations locales et puis des fois des populations complètement en dehors de l'écosystème d'origine de la plante ou du champignon. Et bien sûr, bah, les effets aussi du capitalisme. Là, je suis passé très très vite. Vous avez vu cette séquence sur l'abattage des arbres, mais les effets du capitalisme sur les territoires, qui est aussi quelque chose que d'ailleurs Anna Tsing aborde dans son ouvrage. Voilà, je vous remercie pour votre attention. C'est quoi du coup la date de diffusion et pour quel public est envisagé? Alors là, en gros, d'après les dernières informations que j'ai eues, on va arriver sur une version finalisée probablement d'ici la fin du mois de mai, je pense. Ensuite, il y aura un travail, je le disais, de mixage, d'étalonnage. Donc en gros, probablement une version finale au courant de l'automne. Quelle va être la distribution? On n'en sait trop rien. Le public, on n'en sait rien du coup aussi. Nous, on a vraiment la volonté de l'utiliser comme matériel scientifique et pédagogique également, pourquoi pas dans l'enseignement. On a ce producteur qui a été mis dans la boucle. C'est pas impossible enfin, on n'en sait rien. Le mieux qui pourrait arriver, ce serait une diffusion télé. Mais voilà, on ne sait pas. Ce qui nous embête un petit peu, en tout cas moi, ce qui m'embête le plus dans ce monde du cinéma et de la réalisation du film documentaire, c'est à quel point le réalisateur est très mal rémunéré en fait sur ce projet. On a vraiment essayé. Alors, le fait d'avoir eu ce producteur, ça a permis de le rémunérer en partie. Mais là, en gros, ça fait les derniers montages qu'il a fait, il l'a fait gratuitement, quoi. Donc, c'est vrai qu'on va essayer de trouver d'autres moyens de le financer un peu a posteriori, mais c'est quelque chose qui est un petit peu. Alors, évidemment, s'il était vendu à une chaîne, ça change complètement la donne, mais il y a très peu de chances, faut pas se leurrer, quoi. Et pas de diffusion en Suède. Alors, si, moi je pense qu'on va essayer de démarcher de ce côté-là. À minima, moi j'ai pas mal de contacts avec l'Institut culturel suédois. Non, n'importe quoi. L'Institut culturel suédois, il est en France, donc l'Institut franco-suédois à Stockholm, je crois que c'est son nom. Donc là, je pense qu'on aura la possibilité de rentrer. Alors, est-ce qu'après, est-ce que le producteur, je pense qu'il tentera la démarche de le vendre en Suède pour des diffusions télé, pourquoi pas, où il y aurait peut-être une plus grande chance. Mais voilà. Bon, on va peut-être revenir sur le contenu. Je vais peut-être me lancer si vous n'avez pas de. C'est pas vrai ça. Si vous n'avez pas de questions à poser. Mais tu faisais référence aux travaux de Anna Tsing, hein, sur les ruines du capitalisme. En même temps, on n'est pas tout à fait. Moi, je trouve qu'on n'est pas tout à fait dans cette situation là. En ce sens que, enfin, alors ça dépend à quelle échelle on la voit, comment on le perçoit, etc. Mais disons qu'à l'échelle de la Suède, je pense pas que, comment dire, il faudrait expliquer un petit peu l'image de l'effondrement du capitalisme que tu vois derrière. Ah oui, oui.
qui est pas clair pour moi là. Non. Par ailleurs, c'est vrai que dans le couple binaire qu'on voit, là j'étais la personne, la femme, qui essaye de justifier en quelque sorte, sa posture. Ça fait un petit peu posture hiérarchique référence, aussi. ouais, mais ça fait un petit peu l'idée de dame de charité. Ils sont pauvres, alors on va faire en Oui. sorte qu'ils aient un petit peu d'argent par cet intermédiaire-là pour se justifier en quelque sorte dans Bien sûr. ce rôle un petit peu ambigu, hein, Bien entre sûr. rapport d'exploitation quand même d'un côté, enrichissement personnel et empathie pour, ses propres frères, si je puis dire. Ouais, ouais, tout à fait. Oui, oui, quand je parlais d'un film tretzingien, oui, oui, je pense que l'aspect, le volet effondrement du capitalisme, il n'est pas du tout présent, ne serait-ce que parce que dans la question du Matsutake, il y a le fait que d'une part, il disparaît de ses forêts d'origine au Japon Voilà. parce que les usages traditionnels ont cessé et il réapparaît à l'autre bout de la planète parce que il y a eu une industrie forestière extractiviste qui a fabriqué des écosystèmes qui lui sont favorables. Donc ça, on n'a pas du tout cet aspect-là, d'autant que on n'est pas du tout, et ça c'est tout à fait, le parallèle est tout à fait possible avec ce que racontait Valentin tout à l'heure, il n'y a pas de problème de disponibilité de la ressource. Elle est en surabondance. Alors, pas pour les Thaïlandais qui doivent venir de l'autre bout du monde et à réussir à rendre rentable leur saison, mais d'un point de vue de la biomasse qui est produite, elle est largement abondante. Et d'ailleurs, Per, donc le Suédois que vous avez donc aperçu, euh, le dit bien, il dit en fait, il n'y a aucune concurrence entre les cueilleurs locaux et les cueilleurs thaïlandais, hein. Il y a largement assez pour tout le monde de cueillir des baies. Donc là, effectivement, c'est aussi une différence assez importante avec le champignon de la fin du monde. Et, euh, et puis, je me souviens plus très bien du deuxième volet de la question de Florence qui est partie pour répondre au téléphone et se fait harceler, la pauvre, depuis tout à l'heure. Mais oui, oui, la position de cette Thaïlandaise qui, qui joue ce rôle d'intermédiaire, il est effectivement intéressant et probablement ambigu, probablement aussi sincère. C'est-à-dire que d'une certaine manière, elle a réussi, elle a comment dire, euh, profité d'une certaine, enfin, je sais pas si elle a profité, mais en tout cas, elle a connu une forme d'ascension sociale, hein, très probablement en émigrant en Suède. Et donc c'est sûr qu'elle est dans un rapport probablement ambigu et probablement délicat avec les travailleurs. Avec les travailleurs. Peut-être que je peux en profiter pour expliquer un peu mieux le rôle de ces intermédiaires. En fait, les Thaïlandais, donc ils viennent de cette province du nord-est de la Thaïlande, et en fait, ils sont mis en contact. Donc, il y a un intermédiaire sur place en Thaïlande, une entreprise thaïlandaise qui s'occupe de fournir les visas, les billets d'avion et de mettre en contact les groupes de cueilleurs avec l'intermédiaire suédois donc, que vous avez vu tout à l'heure. Et cet intermédiaire suédois, donc c'est l'intermédiaire en Thaïlande et l'intermédiaire suédois, en fait, ils font le pont. Cet intermédiaire suédois, lui, donc, il prend un forfait enfin, non, pardon, les 2 000 €, il les paye à l'entreprise thaïlandaise. Et l'intermédiaire suédois, lui, il prend donc 20 € par jour pour le logement, la location des voitures et la nourriture. En échange de quoi oui, les voitures, et il gère également les aspects administratifs avec les bureaux de l'immigration, avec le trésor public pour les questions d'imposition, et il assure l'écoulement du stock, la vente du stock, enfin la vente des baies à un transformateur. Et donc après, il y a un autre acteur qui est visible dans le film et que vous n'avez pas vu, qui est le transformateur qui achète les baies pour la transformation, que ce soit dans des produits, pour le coup, de phytopharmacie, mais également donc, des produits alimentaires type confiture, jus, etc. Et je ne peux pas m'empêcher de dire que si vous allez sur le site de cette compagnie donc qui transforme les produits, qui s'appelle Frostabé,
vous avez un film publicitaire, en fait, qui montre des camions, des baies dans des chaînes, comment on appelle ça, des chaînes de transformation, quelques cueilleurs qui cueillent en forêt. Ces cueilleurs sont tous suédois. Il n'y a pas une seule fois visible à l'écran dans ce spot publicitaire les cueilleurs thaïlandais, quoi. Ce qui est incroyable. J'allais te poser une question parce que je suis complètement ignorante du droit, mais le cueilleur étranger, il a le même droit d'accès à la nature que le cueilleur national, si je puis dire, c'est-à-dire soit cet accès aux ressources, d'où que tu viennes, il est le même? Alors, c'est des aspects qu'on n'a pas encore vraiment creusés, que je D'accord. pense on va creuser, mais je pense que la réponse est oui. Parce que ça tombe, la cueillette de baies, ainsi semble un certain, les champignons, on en a parlé tout à l'heure, et je pense quelques autres, un certain nombre de végétaux tombent sous le coup de l'Allemansrechten, donc le droit d'accès à la nature, au même titre que le droit de bivouac, le droit de faire un feu, le droit de passage, etc. En tout cas, c'est le cas pour les touristes. Donc je pense que pour des travailleurs professionnels, pour des travailleurs professionnels, ça pourrait ne pas être le cas, mais je pense que c'est le cas. D'accord. Et tu en avais parlé, Valentin, là tu dis qu'il n'y a pas de pression sur la ressource, mais est-ce qu'on peut imaginer par exemple que s'il y avait une trop grosse pression sur la ressource, il y a effectivement, comme tu l'as cité pour certaines plantes, des formes de régulation qui peuvent se mettre en place? Euh, Ouais. je ne sais Ça, c'est pas, à mais creuser, par quoi. contre, c'est à creuser, mais par contre, ça me permet de parler de mon ancienne université. Quand comment dire, je recolle les morceaux de quand est-ce que j'ai été, comment dire, ouais, de ma carrière en Suède, de ma vie en Suède. Étudiant? Ouais, ouais, non, mais même je me souviens quand je travaillais donc à l'université en Suède, j'étais beaucoup en contact avec une unité expérimentale, enfin une unité, une station qu'on appelait une station expérimentale, donc un endroit où il y avait des forêts dans lesquelles les scientifiques de l'université réalisaient des expériences. Et précisément dans ces années 2005, 2006, 2007, donc au moment où l'arrivée des Thaïlandais finalement s'est développée, eh bien j'avais une collègue technicienne dont le travail était de suivre la phénologie. Donc la saisonnalité en quelque sorte et le degré de mûrissement, de floraison des myrtilles, le degré de maturation des fruits. Et je me dis a posteriori, et ça, ce sera assez facile de retrouver l'information, mais je me dis a posteriori que il devait y avoir probablement un besoin. Alors c'était quelque chose qui était venu d'en haut. Enfin, on leur avait il y avait eu une demande auprès de l'université de faire ce suivi, et je me demande s'il n'y avait pas un lien avec le fait que si on fait venir des gens, en fait, il faut savoir quelle est la ressource à cueillir. D'accord. Il y a quelqu'un qui veut poser une question? Lucie, puisque je te vois apparaître. Oui, oui, j'ai une question parce que bon, il a beaucoup été question de l'absence de concurrence entre les cueilleurs locaux et les cueilleurs thaïlandais, mais je me demandais par rapport aux populations autochtones qui vivent dans cette région, donc les Samis qui ont quand même une histoire un peu complexe avec l'État central, comment eux ils vivent cette arrivée assez massive de populations extérieures pendant l'été dans les forêts du Nord? Euh, Alors, on n'a pas expressément pendant donc ce terrain qui est un terrain très particulier, hein, c'est un terrain avec comme objectif le tournage, la réalisation. Et c'était déjà très très difficile pour les gars sur place, pour l'équipe sur place, d'arriver à intégrer ce groupe de cueilleurs, etc. Mm. Donc ils ont pas été, on n'a pas été chercher les en plus, enfin, on n'a pas été interviewé des Samis sur cette question-là. On a d'ailleurs avec Simon, on a quand même beaucoup travaillé avec les Samis, hein. Moi, ça fait plus de 15 ans que je travaille avec les Samis. On a choisi de pas les inclure dans le film, de les mettre hors, de pas en faire un sujet en fait, parce que il nous a semblé que c'était pas quelque chose de si important que ça aujourd'hui en tout cas, qui les différencie pas des populations suédoises qui vivent dans le nord de la Suède.
sur cet aspect-là, la cueillette des baies en particulier, même si historiquement, bien entendu, c'est une toute autre affaire. Et par contre, pour répondre à la question, sans avoir interviewé explicitement les Samis sans avoir posé une question de la manière dont tu l'as posée, moi, j'ai jamais entendu les Samis dire du mal des cueilleurs des cueilleurs thaïlandais, pardon, euh, et de la concurrence que pouvaient représenter les Thaïlandais pour la cueillette de baies pour un usage domestique. S'il n'y en a pas dans la forêt où on a l'habitude d'aller, bon, bah, on ira dans une forêt un peu plus loin, quoi. Et D'accord. de façon générale, le positionnement des Samis à l'égard des immigrés, là aussi, une réponse qui est plus une réponse de l'ordre du ressenti que d'une analyse scientifique. Mais moi, je trouve les Samis très tolérants à l'égard des étrangers, beaucoup plus qu'à l'égard des Suédois. Ouais. Il y a une petite remarque de Alex, voilà, Alex Green, je ne sais plus, il est peut-être parti ou toujours là, qui dit j'ai rencontré le cas un peu inverse en Thaïlande, un Suédois qui a fondé une entreprise qui récolte et valorise du thé sauvage dans les forêts du nord de la Thaïlande. Maintenant, ils ont ouvert un magasin à Stockholm pour vendre ce thé récolté en Thaïlande. Génial. Très intéressant. Ces échanges de produits Wild à Everest. Ouais. C'est génial. Un autre aspect qu'on aimerait bien creuser pour éventuellement une valorisation scientifique, c'est aussi comprendre quels sont les accords qu'il y a entre la Thaïlande et la Suède. Alors, il est fort probable qu'il y ait des accords, ça doit être tout à fait public, hein, faudrait juste un peu plus creuser le truc. Euh, pour on pense que, en fin de compte, c'est des accords qui pourraient être d'échanges entre la Thaïlande comme une destination touristique pour les Suédois et les Thaïlandais comme une main-d'œuvre et peut-être partiellement une terre d'émigration. En tout cas, je l'ai dit un peu de façon un peu sur le ton de la blague, mais au tout début, euh, bon, la Suède est un pays assez caricatural à plusieurs égards, ou en tout cas, euh, pour ceux qui connaissent, ont pu avoir l'occasion d'aller dans ces régions-là, je ne veux pas dire que tous les villages se ressemblent, mais il y a quand même un petit peu de ça, c'est structuré de façon euh, très régulière. Et quand je disais que chaque village a une pizzeria tenue par un immigré du Moyen-Orient et un restaurant thaïlandais, en fait, c'est évidemment caricatural, mais c'est pas loin d'une certaine vérité. Et, et donc, il y a un lien assez fort entre les deux pays et qui serait intéressant de comprendre comment il est structuré au niveau entre les États, quoi. Hmm. Ok. Est-ce qu'il y a encore une question ou un commentaire? Sinon, on va peut-être. C'est là. Tu as rien d'autre à ajouter que tu aurais envie d'ajouter? Bon, écoutez, je vois pas de main levée ou de. Enfin, si vous voulez prendre la parole, vous pouvez la prendre spontanément, hein. On est pas très nombreux, donc ça pose pas de problème. Moi, Si- j'ai juste une question. Est-ce que c'est toujours centré sur les baies ou est-ce qu'il y a d'autres choses que des baies qui sont récoltées par ces Thaïlandais? C'est quasiment essentiellement les baies. À mon avis, c'est anecdotique s'il y a autre chose. Et c'est même centré sur deux espèces, la myrtille et l'érel, qui sont payées, ça me permet de le dire, 15 couronnes le kilo, à peu près, en tout cas en 2022 pour les chiffres, 2022, enfin, Pour les cueilleurs. pour les cueilleurs. Donc ça fait 1,5 euros par kilo. Les Thaïlandais cueillent beaucoup moins la fameuse mûre arctique, qui elle est payée entre 80 et 100 couronnes le kilo, donc entre 8 et 10 euros le kilo, donc c'est quasiment 5 fois la somme des myrtilles et des érelles. Donc non, non, c'est vraiment centré sur les myrtilles et les érelles. Oui, parce que ce que dit l'intermédiaire, c'est qu'il réussirait jamais à recruter un chômeur suédois. Mhm. Est-ce qu'il parle en premier lieu de la pénibilité ou du salaire? Je pense un petit peu les deux, ouais. Ouais. Je pense les deux, en effet. Et ça me permet peut-être juste de parler une autre personne qui a failli être un des personnages du film, qui est une personne qu'on connaissait par ailleurs avec Simon,
qui est une femme, qui est une entrepreneuse hyper dynamique, 50 000 projets en même temps. Et un des projets dont on a découvert au moment où on commençait à avoir l'idée de faire un film sur la baie, on a découvert qu'elle était en train de, enfin, qu'elle avait racheté une enfin une petite entreprise de transformation de baies. Et bon, au final, ça allait pas bien dans le film, ça s'est décidé au montage, on a décidé de ne pas l'inclure, mais ce qui était intéressant avec cette personne, c'est que, alors d'une part, pourquoi j'y pense, c'est parce que donc elle faisait des produits, elle transformait les baies en tout un tas de différents produits, et elle avait aussi d'autres produits comme des bourgeons d'épicéa, des feuilles de bouleau, de la camarine, des choses comme ça. Mais ça, c'est elle qui réalisait la cueillette. Ça, enfin, c'est elle qui réalisait la cueillette parce que c'était des très petites quantités. Et cette personne qui, malgré tout, avait une éthique du travail, une éthique du salariat qui était vachement plus poussée que ce que vous avez pu voir avec l'intermédiaire suédois. Elle était membre d'une association qui visait à développer une coopérative pour justement que les travailleurs thaïlandais puissent enfin, fassent partie de cette coopérative et puissent bénéficier d'un certain nombre enfin, certaines protections sociales, etc. Donc, malgré cela, eh bien, elle achetait des baies à la compagnie qui rachète les baies à l'intermédiaire suédois. Donc, en fait, la baie, la cueillette de la baie et sa commercialisation passe vraiment par les Thaïlandais et les différents intermédiaires. Et pour les autres choses qui sont plus anecdotiques, pardon, comme je disais, bourgeons d'épicéa, etc., ça, c'est même pour une petite entreprise dans une ville pour le coup assez touristique, et donc avec des touristes étrangers qui viennent, et donc on pourrait imaginer certains volumes, bah, c'était elle qui réalisait les cueillettes en été, quelques heures par jour. Voilà, bah écoutez, on va peut-être s'arrêter là. Il y a un certain nombre de nos invités qui se sont déconnectés là dans les 10 dernières minutes pour des raisons pour eux d'horaire. Lucie, tu veux ajouter quelque chose pour la... Non, je voulais dire que c'était vraiment très, très intéressant. Merci beaucoup d'avoir partagé les drafts de ce film et de nous avoir ouvert sur un univers qu'on ne connaît pas beaucoup, voire pas du tout. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. Donc, Lucie, bah, on se retrouve au mois de juin pour la séance de Sylvie. Oui, et avec les autres participants, on espère. Ah oui, qui était dans le séminaire de la sororité, je crois, qui avait eu lieu l'année dernière ou il y a 2 ans sur Donc, bah, écoutez, merci pour ceux qui restent. Merci Fabienne, merci Sylvie, merci Lucie. Donc, tu me diras où je trouve l'enregistrement de cette réunion. Oui, Je vais demander à mes débrouillera ça. camarades là. Bon, bah, Ça marche. je vous laisse couper. Merci. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Un coupe, ouais. Coupe, À droite, là, ouais. Voilà.